Salut les épicurieuses et les épicurieux. Certaines boissons sont indéniablement liées à l'été. C'est le cas de l'anisette, le pastis, le pastaga comme disent certains. Alors évidemment qu'il faut mettre de l'eau dedans, sinon franchement c'est pas très bon. Et lorsqu'on verse l'eau, il se produit un phénomène très étonnant. La boisson qui au départ était translucide se trouble. Que se passe-t-il exactement? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui et je vais en profiter pour vous raconter la rafraîchissante et fabuleuse histoire du pastis, une boisson née sous le soleil de Provence. Je vais vous parler du pastis. Il ne s'agit pas d'une marque, mais d'une boisson alcoolisée dont la teneur en alcool se situe entre 40 et 45%. Et on ne le dira jamais assez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On aura l'occasion d'y revenir en fin de vidéo. Alors le pastis, c'est quoi? Une liqueur. Elle est obtenue à partir d'alcool neutre, un alcool qui n'a pas de goût, dans lequel on fait macérer différentes plantes aromatiques. De l'anis vert, c'est l'ingrédient de base. Avec cette plante, on fabrique aussi de l'arak au Liban, du raki en Turquie et de l'ouzo en Grèce. Toutes ces liqueurs ont un point commun, leur saveur et leur parfum très particulier, celui de l'anis. On le doit à l'anétole, une huile essentielle présente dans l'anis vert, mais aussi dans la badiane, qu'on appelle aussi l'anis étoilé, ou le fenouil. Ce sont des plantes que l'on retrouve parmi les ingrédients de base du pastis, auxquels il faut ajouter de la réglisse et un peu de sucre. Ensuite, chaque marque a son petit truc. Certains ajoutent du thym, d'autres de la cannelle. C'est vraiment une histoire de goût et de secrets bien gardés que je ne pourrais pas vous dévoiler. Au passage, c'est l'association de toutes ces plantes qui est à l'origine du mot pastis, qui signifie mélange en provençal. Faut mettre de l'eau ou pas? Évidemment qu'il faut mettre de l'eau, sinon franchement, c'est pas très bon. En général, on conseille 5 volumes d'eau pour 1 volume d'alcool. Un volume de pastis, c'est 2 centilitres, la partie supérieure d'un doseur. Et quand on verse l'eau, il se passe un phénomène extraordinaire. L'alcool qui au départ était translucide devient opaque. C'est vrai que c'est troublant. C'est un petit peu comme si au lieu de mettre de l'eau, j'avais versé du lait dans le verre. Cette réaction est due à la présence de l'anétole, le fameux composé contenu dans l'anis, l'ingrédient clé du pastis. Quand il est pur, sa teneur en alcool est très élevée, on l'a dit, aux alentours de 45%. Et l'anétole se dissout très bien dans l'alcool. En revanche, il déteste l'eau, il est hydrophobe. Quand on mouille le pastis, la concentration en alcool chute brusquement. Les molécules d'anétole se regroupent et forment alors de micro-gouttelettes disséminées au milieu de l'eau. C'est ce qu'on appelle une émulsion. Or, une grande partie de la lumière ne parvient pas à traverser ces gouttelettes. Elle est diffusée. C'est pour cette raison que le mélange prend un aspect laiteux. Les scientifiques ont donné un joli nom à ce phénomène, le louchissement. Et rien à voir avec le fait qu'on en ait trop consommé. Alors au début de cette vidéo, je vous ai promis de vous raconter l'histoire de cette boisson. J'y viens. Et pour cela, il va falloir revenir près d'un siècle en arrière, en 1915. Cette année-là, l'Europe est à feu et à sang. La guerre contre l'Allemagne fait rage depuis 1 an et le conflit s'enlise. Le moral des soldats français, les poilus comme on dit, est au plus bas. Pour se mettre du baume au cœur, après le combat, ils se rabattent sur un bon compagnon, le vin, ou plutôt le pinard, comme on l'appelle. Mais ce n'est pas la seule boisson qui circule dans les rangs. On consomme aussi de l'eau de vie et de l'absinthe, une boisson alcoolisée au goût délicieusement anisé. C'est un spiritueux bon marché fabriqué en Suisse qui connaît un énorme succès en France depuis le début du 19e siècle. Problème, depuis quelques années, cette boisson est accusée de rendre fous ceux qui en consomment. La thuyone, une substance neurotoxique présente dans la plante, l'absinthe, détruirait les neurones. La fée verte, comme on l'appelle, fait des ravages non seulement dans la population, mais aussi dans l'armée. Alors, le 16 mars 1915, le gouvernement décide purement et simplement de l'interdire, ainsi que toutes les boissons alcoolisées qui titrent à plus de 16 degrés. Pour les poilus, ce n'est pas trop grave. Il leur reste le fameux pinard, qui ne dépasse pas cette limite. En revanche, pour un certain Jules Félix Pernaut, c'est la fin des haricots. Cet homme d'affaires, originaire d'Avignon, a construit sa fortune
sur la vente d'absinthe. Pour éviter la faillite, il décide donc de contre-attaquer. Et 3 ans plus tard, en 1918, il commercialise un nouvel alcool à base d'anis qu'il baptise Anis Pernod. Beaucoup moins fort que l'absinthe, il ne contient pas de thuone, la fameuse substance qui rend fou. Et bonne nouvelle pour Jules Félix Pernod, en 1920, sous la pression des distillateurs, l'État autorise la vente de boissons anisées contenant jusqu'à 30% d'alcool. Le tout premier pastis de l'histoire est alors prêt à être commercialisé, même s'il n'en porte pas encore le nom. Ce pastis contient essentiellement, on l'a dit un peu plus haut, de l'anis vert, du fenouil, de la badiane, et il connaît un franc succès. Toutefois, il lui manque un petit quelque chose pour faire un véritable tabac. Sa teneur en alcool est limitée à 30 degrés, ce qui le pénalise auprès de nombreux consommateurs de l'époque. Le premier à le comprendre est un jeune homme de 23 ans. Vous connaissez sans doute son nom de famille, Ricard, Paul de son petit nom. Au début des années 30, ce fils de négociant en vin, originaire de Marseille, profite d'un nouvel assouplissement de la loi sur les boissons anisées pour se lancer lui aussi dans le commerce du pastis. Car désormais, ces liqueurs peuvent atteindre 40 degrés. À Marseille, dans le petit laboratoire qu'il a aménagé chez lui, le jeune entrepreneur passe son temps à faire des mélanges, à tester toutes sortes d'arômes, jusqu'à mettre au point sa propre recette qui n'a pas changé depuis. Sa boisson est rapidement commercialisée. C'est la première fois que le nom pastis apparaît noir sur blanc sur une étiquette. Et très vite, elle gagne le cœur des Français. Il faut dire que Paul Ricard est un excellent communicant. À grands coups de campagne publicitaire, il associe sa boisson à la Provence et à Marseille, sa capitale. La boisson devient alors emblématique de cette région, évoquant cigale, soleil et grande bleue. Son prédécesseur, Jules Félix Pernod, n'aura pas le temps d'y goûter. Il décède en 1928. Quelques chiffres maintenant. Aujourd'hui, les Français, à eux seuls, en consomment 130 millions de litres chaque année, soit 2 litres par personne et par an. Ils représentent la moitié du marché des spiritueux. Plus fou encore, à Marseille, 2 verres y sont servis chaque seconde. On le consomme frais, avec des glaçons, 2 ou 3. Tout dépend de la taille. Des glaçons. La règle là-bas, c'est de les mettre une fois l'eau versée. Mais il existe une autre technique dite à la parisienne. Elle consiste à mettre les glaçons avant de verser l'eau. Pour les puristes, c'est un véritable sacrilège. Et ils n'ont pas tout à fait tort. C'est encore une histoire de physique-chimie. Exposées au froid, les huiles essentielles se séparent du reste de la boisson et forment un dépôt. On dit qu'elles précipitent. Les glaçons, au contact du pastis pur, provoque donc un choc thermique qui fait précipiter les huiles essentielles présentes dans la boisson. Le même phénomène se produit d'ailleurs quand on place la bouteille au réfrigérateur. Les huiles essentielles vont même jusqu'à former des paillettes bien visibles qui se déposent dans le fond. Résultat, la boisson a beaucoup moins de saveur. Allez, avant de trinquer, il me reste une dernière chose à vous dire. Les boissons anisées sont particulièrement appréciées l'été quand il fait chaud. Alors on peut s'autoriser un petit plaisir, mais la seule manière de se désaltérer et de se réhydrater, c'est de boire de l'eau. Et de l'eau pure. Et diluer les suivants dans un grand volume d'eau ne sert absolument à rien. La quantité d'alcool ingurgité reste la même. Là-dessus, comme on dit sur la canne-bière, à la bonne vôtre. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de partager de bons petits apéros entre amis cet été, avec modération bien entendu. En attendant, n'hésitez pas à liker, à nous suggérer d'autres idées en commentaire. Il y a souvent des savoirs et de la science là où on ne s'y attend pas. Et vous pouvez compter sur moi pour vous mijoter d'autres vidéos comme celle-ci. À très bientôt.